Alors, la dissolution. Ça, on l'a sauté en classe, donc on va le reprendre ensemble. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que vous devez retenir que dans une dissolution, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la dissociation. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez un solide ionique qui est solide parce qu'il existe des attractions de type coulombienne entre les plus cations et les moins les anions. Donc ici, il y a une force d'attraction, force d'attraction, force d'attraction. Vous voyez que à chaque fois, un anion est entouré de cations, donc ils sont plus proches. Comme la force d'interaction gravitationnelle est inversement proportionnelle à la distance au carré, eh bien, le fait que les ions positifs soient plus proches de cet anion que l'anion suivant, l'interaction plus-moins qui est attractive est plus importante que l'interaction moins-moins qui est répulsive. Sauf que, c'est sans compter que l'eau, on y a passé assez de temps, est un liquide polaire. Ça veut dire que l'eau, c'est une molécule à façon tête de Mickey, mais en règle générale, c'est comme si j'avais quelque chose avec un côté plus, un côté moins. Donc, sous l'effet des interactions électrostatiques entre l'eau et l'azion à la surface du cristal, celui-ci finit par se dissocier. Ensuite, vous avez la solvatation. Donc, enfin, pour finir sur l'idée, comme il existe une force d'attraction entre les molécules d'eau et les ions, eh bien, cette force d'attraction, elle est plus élevée que entre les ions entre eux dans le solide. Tout ça, ça vient de... Je vous creuse un petit peu le terrain. Quand nous avons fait l'expression de la force d'interaction coulombienne, que nous avons écrit que la force de A sur B, c'était K fois QA fois QB sur distance au carré, vecteur unitaire U. On avait dit que K, il avait une expression en fonction de epsilon. Donc epsilon de l'air est différent de l'epsilon de l'eau. Quand vous avez le solide qui est posé dans un récipient, par exemple du sel, c'est epsilon de l'air. C'est-à-dire que les interactions coulombiennes sont comptées dans l'air. Dès l'instant où vous le mettez dans l'eau pour faire une dissociation, une dissolution, là on change d'epsilon, donc ça rend plus faible, comme epsilon de l'eau est supérieur à epsilon de l'air, ça rend plus faible, alors c'était dans 1 sur 4 pi, epsilon 0, epsilon r, je crois, le cas. Ça rend plus faible cette force, et donc après, dans l'eau, quand on calcule la force, elle est plus forte entre une molécule d'eau et un ion plus, ou une molécule d'eau et un ion moins. Ensuite, nous avons la solvatation. La solvatation, c'est ce qui nous fait écrire dans toutes les équations que nous écrivons le symbole AQ. Qu'est-ce que c'est que la solvatation? Quand vous regardez sur ce schéma, vous voyez que chaque ion est entouré de molécules d'eau. C'est pour ça qu'ils sont invisibles à l'œil nu ensuite. Vous devez connaître l'orientation des molécules d'eau. Donc vous mettez un petit panneau danger. On peut le demander dans un sujet d'examen. Orientation des molécules d'eau. Quand on a la molécule d'eau, ici on a 2 delta moins. Ici on a 2 delta plus, le barycentre décharge plus. Ça veut dire que c'est le côté des hydrogènes qui est delta plus qui va effectuer une interaction électrostatique positive avec les négatifs, les anions. Vous voyez que tous les hydrogènes blancs, ils sont tournés vers l'ion négatif. A l'inverse, quand on a étudié la polarité des molécules, nous avons vu que la charge partielle négative, elle est sur l'oxygène. Donc c'est l'oxygène qui est négatif, qui va effectuer une attraction, donc une force attractive avec des ions positifs. Donc cette orientation, il faut la connaître. Autour d'un ion positif, je mets la partie delta- de la molécule d'eau. Autour d'un ion négatif, je mets la partie delta+, charge partielle positive des molécules d'eau. Et enfin, il y a la dispersion. Sous l'effet de l'agitation, les molécules, elles s'en vont partout se répartir dans le solvant.
Maintenant que c'est fait, nous avons vu comment écrire une équation de dissociation et de dissolution. Sur la flèche figure O. Il faut solide à gauche, il faut aqueux à droite pour indiquer effectivement que maintenant les ions y sont solvatés. On dit donc entourés de molécules d'eau, d'où aqueux. Les coefficients alpha et bêta, là c'est un cas général, figurant dans le solide, traduisent l'électroneutralité. Puisque c'est une électroneutralité, bien A, il porte forcément bêta plus, et B porte forcément alpha. Comme ça, on a alpha fois bêta plus bêta fois moins alpha. Et ça fait alpha bêta moins alpha bêta. Donc, ça fait bien 0 électroneutralité. Donc, écrire l'équation de dissolution du chlorure d'aluminium. Alors, on connaît ces ions par cœur. On sait que pour écrire la formule d'un solide ionique, on commence par le cation. Al3+, Cl-. Donc 3 plus, un seul moins, il faut 3 fois celui-ci. Ce n'est pas une flèche de réaction chimique, c'est une flèche de dissolution. Donc on précise que le solvant c'est de l'eau et que ça va libérer des ions Al3+, qui vont s'entourer d'eau, et plus précisément l'eau va présenter sa face oxygène qui est la partie négative puisque l'oxygène est plus électronégative, et ça va libérer 3 Cl- solvaté, et justement les molécules d'eau autour du Cl- vont présenter les atomes d'hydrogène qui portent les charges partielles positives. Ensuite, sulfate d'aluminium, de sodium. Sodium, on sait que c'est Na+. Sulfate, c'est SO4, 2-. Donc, 1 plus 2-. Donc, on a compris qu'il fallait mettre 2 sodium pour un sulfate. On précise que c'est solide. On met une flèche indiquant O pour montrer que ce n'est pas une réaction chimique, mais une dissolution. Et on écrit de ce solide, ce cristal, libère 2 Na+, pour un ion sulfate. Alors, la concentration effective. Alors, la concentration effective, on a fait un TP dessus, on a dit que c'était, en fait, un cristal, quand il s'ouvre, il va libérer plus ou moins de choses. Donc, c'est la concentration en quantité d'ions obtenue par dissociation. Alors, au lieu de par, dans un volume V, vous pouvez écrire après. Elle se note entre crochets, et donc je ne l'ai pas mis, mais vous avez compris tout seul. Comme c'est une concentration, virgule, et elle s'exprime en grammes par litre. Vous mettez que ça marche aussi. Donc, j'avais dit. Démonstration. On dresse le tableau d'avancement. Il y a un seul réactif, il est donc limitant, tant que la solubilité n'est pas atteinte. Je vous rappelle que la solubilité, c'est la masse maximale qu'on peut dissoudre. Si vous mettez une masse au-delà de la solubilité, tout ne se dissoudra pas. Ça, on le fait une fois dans le cas général. Vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous avez compris. Vous pouvez utiliser directement le résultat. C'est parti. Donc ici, avancement en mol. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait tableau d'avancement. Quantité de matière en mol. État initial, x égale 0.
état en cours de transformation X, état final X max. Donc là, j'ai petit n initial. Ici, j'ai rien dans l'eau. Ici, j'ai rien dans l'eau puisque l'eau est séparée. À chaque fois que le solide se dissout, il en disparaît. Quand il disparaît une mole de solide, on voit qu'il apparaît ici alpha, ici bêta. Donc il apparaît alpha x, 0 plus alpha x, 0 plus bêta x. Ici ni moins x max égale 0 uniquement si la solubilité n'est pas atteinte. Donc ici on a alpha x max et ici on a bêta x max. Donc qu'est-ce qu'on écrit? La solubilité n'est pas atteinte. Le réactif limitant est, c'est forcément le solide, A alpha B bêta solide, 2 points. Ça veut dire que n initial moins x max égale 0. Ça veut dire que x max égale n initial. Or, c'est un solide, donc la quantité de matière initiale, c'est la masse sur la masse molaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x max égale petit m sur grand M. Quand on fait le bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière de A bêta plus, elle est égale à alpha x max, elle est égale à alpha fois petit mi sur grand M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière de B alpha moins, ici, je fais mon bilan de matière, c'est bêta fois x max, c'est-à-dire c'est bêta fois petit m sur grand M. Ça ne fait pas avancer le Schlingenlicht, on continue. Or, la concentration en soluté, c'est la quantité de matière sur le volume de solution. Donc, c'est petit mi sur grand M V sol. Ici, j'ai la quantité de matière de A, donc ça veut dire que ce qu'on appelle la concentration effective en ion, alpha bêta plus, c'est la quantité de matière, on applique tout bêtement la définition, sur le volume de solution. Or, la quantité de matière, c'est alpha fois mi sur grand M fois V sol. Hop, ça faisait longtemps. Coup du lasso. Qu'est-ce qu'on identifie ici? Ici, on identifie que c'est la concentration en soluté. Donc ça veut dire que la concentration en ion A, c'est alpha fois la concentration en soluté. D'ailleurs, on peut mettre S peut-être. Je sais que c'est un petit peu tard pour vous. Le solide, vous faites comme vous voulez. Soit vous laissez la notation alpha A, alpha B, bêta. Sinon, vous pouvez l'appeler S pour alléger les notations. Je ne vais pas y arriver à comme voilà. On va faire la même chose pour B. Alors je pense que ça va être un peu patte de mouche, on n'a pas trop de place. On va faire en violet. Si je veux la concentration effective en ion, une concentration effective, c'est pour les ions. J'applique la définition d'une concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution
Or, la quantité de matière, on l'a ici, c'est bêta fois mi sur grand M. Donc, et là, je redivise par vaisseau. Coup du lasso. J'identifie mi sur grand M sur V sol. Ça, je vois que c'est la concentration en soluté. Donc, au final, c'est bêta fois la concentration en soluté. Deux types, donc par cœur, vous m'apprenez par cœur que les coefficients stoichiométriques, que les coefficients statistiques deviennent des coefficients multiplicateurs. Ce tableau d'avancement, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle soluté ici. Ça sera toujours la même chose. Les coefficients statistiques qui sortent pour multiplier la concentration. Deux cas d'exercice vont se présenter. Soit on vous donne une masse de soluté, on vous demande la concentration effective à la fin. Donc on a la masse de soluté. On calcule d'abord la quantité de matière de soluté en utilisant la masse molaire et le volume de solution et on en déduit la concentration effective. On écrit l'équation de dissolution et ensuite on multiplie par les coefficients de proportionnalité, qui sont les coefficients qui figurent dans le solide. Méthodologie 2, là on vient de faire de ça, on part de n, on trouve les concentrations. L'autre, c'est la suivante. On vous donne les concentrations effectives d'un ion, donc il faut remonter à la masse de soluté à peser. Donc quand on a les concentrations effectives d'un ion, on sait que les coefficients statistiques, ce sont les coefficients multiplicateurs. Donc on écrit l'équation de dissolution. La concentration de chaque ion est proportionnelle à C par les coefs figurant dans le solide. Donc on remonte à C. Une fois que C est déterminé, on remonte à la masse de soluté. Et je vous rappelle qu'on l'avait vu dans le chapitre 1 de l'année. C'est aussi un résultat de cours à savoir par cœur. C'est que la masse de soluté à peser, c'est CMV. Voilà. Ça, c'est en grammes par mol. Le volume d'une solution, c'est en litres. Ça, c'est en grammes par litre. Et ça, ce sont des grammes. Ce résultat, on l'utilise tellement qu'il n'est pas aberrant de savoir par cœur. Vous savez que vous pouvez le redémontrer en disant que petit m, c'est petit n sur grand m. Petit n fois grand M. Or, petit n, c'est C fois V. Vous serez vigilant quand le solide est hydraté. Il ne faut pas oublier de compter la masse de l'eau.